Hello, hello les amis, on se retrouve avec Stéphane aujourd'hui pour vous parler de la Diamond League de Rome qui a eu lieu hier soir avec certaines perfs intéressantes au niveau international et pas mal de Français engagés, notamment Asdin Abs. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ouais Stéphane, Diamond League de Rome en Italie, dans le Stadio Olimpico, c'est là qu'ont eu lieu l'année dernière les championnats d'Europe. C'est la cinquième étape de la Diamond League cette année sur les 15 qu'on va avoir tout au long de l'année qui vont vraiment rythmer l'année athlétisme jusqu'à fin août et les finales de la Diamond League. Là, on était à Rome. C'était un stade bien rempli avec beaucoup de tifosi. On avait vu l'ambiance l'année dernière qu'ils étaient capables de mettre pour les championnats d'Europe. Et ben, ils étaient encore là, les tifosi, très très chauds pour supporter leurs athlètes parce que cette Diamond League de Rome, un peu à l'image de la Diamond League de Paris, c'est la fête de l'athlétisme italien pour le coup, alors que celle de Paris, c'est la fête de l'athlétisme français. Mais là, c'était vraiment une très belle fête avec un athlétisme italien qui se porte bien en plus ces dernières années avec des médailles aux Jeux Olympiques, des médailles aux Championnats du Monde. Toutes leurs stars étaient quasiment présentes, sauf Marcel Jacobs. Lui, c'est plus de son, plus d'image en ce moment, donc on attend un peu de ses nouvelles. Mais il y avait même Tambéry diminué était là. Il a fait le show comme à son habitude, mais on voit qu'il n'est pas en très grande forme. Bref, c'était une belle étape de Diamond League avec les Italiens à l'honneur et quelques grosses performances au niveau international. Mais avant toute chose, Stéphane, on va commencer par la perf française du meeting. Dis-nous en plus, Asdin Abs sur 1500 mètres, qu'est-ce qu'il a fait encore ce garçon? Franchement, à Rome, tous les chemins mènent à Abs. C'est clairement ça. Il a été trop fort. Je vous le dis parce que à Rabat, moi, j'avais été un peu déçu, un peu frustré. Je vous l'avais dit, j'ai trouvé qu'il avait pris la course un peu à son compte, mais qu'il avait mal géré tactiquement. Là, ça n'a pas été le cas. Il m'a fait mentir. Il a été exceptionnel. Pour moi, c'est un titre, un vainqueur presque historique sur cette course-là. Il finit premier du 1500 mètres en 3 minutes 29 secondes 72 centièmes. C'est la deuxième meilleure performance de la saison. Derrière Jacob Ingebrigtsen qui avait couru cet hiver un tout petit peu mieux de 3 dixièmes. On sait que les perfs d'hiver comptent pour le World Ranking, pour le top list. C'est aussi sa deuxième meilleure perf de tous les temps à 5 dixièmes de son record. C'est évidemment les minima pour les championnats du monde. Il a super bien couru et il s'offre le scalp de Timothy Chariot. C'est pas n'importe qui. Vice-champion olympique en 2021 notamment, champion du monde aussi en 2019 au Qatar. Abs, franchement, il a marqué les esprits. C'est une victoire franchement incroyable pour moi. Ouais, je peux être que d'accord avec toi. Zin Abs, on en avait parlé à Rabat, tu avais été vraiment dur avec lui et je te l'avais souligné à ce moment-là. Moi, je pensais déjà que c'était une belle course où lui, il voulait aller vite, il s'en foutait de gagner, il voulait aller vite et il avait pris des repères à Rabat et là, on voit que ben, ça a payé, ça porte ses fruits et il est capable de faire un gros chrono, mais en plus de ça, de finir par une très belle dernière ligne droite face à un client, tu l'as dit, chez Rouillotte. Donc vraiment, Asdin Abs, 20 sur 20 pour cette étape de Diamond League à Rome. Mais il y a un autre Français dans la course, Stéphane, un mec qu'on franchement on ne connaît pas. Je suis l'athlétisme depuis des années, je n'avais jamais vu son nom. Alors je suis pas un assidu des épreuves de demi-fond, mais quand même je connais tous les demi-fondeurs français. Mais là, ce Anas Lakti Chaoudar, je ne le connaissais pas. Quand je l'ai vu sur les start lists, je me suis dit bon, peut-être que c'est un nouveau lièvre, je sais pas. Alors excuse-moi Anas, vraiment, je te prie de bien vouloir m'excuser parce que grand respect à toi, tu es en train d'exploser au plus haut niveau, tu es un petit jeune, espoir. Donc là, il était, comment dire, il a été naturalisé il y a quelques années français. C'est un garçon qui était espagnol à la base. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas passé dans nos radars, Stéphane. Mais en tout cas, très grosse performance. Il fait 3:31,58. Il est espoir. C'est donc le record de France espoir. Il détrône Mehdi Bala. Excusez-nous, hein, c'est quand même pas n'importe qui, Mehdi Bala. Et lui aussi, il fait les minima pour les championnats du monde de Tokyo. Donc là, on a quelqu'un qui est en train d'émerger au plus haut niveau, Stéphane, parce que bah voilà, à chaque course, il progresse. Non, non, c'est fou ce qui vient de se passer. 3,31, tu l'as dit. C'est aussi la meilleure performance mondiale pour un U23 à l'heure actuelle.
On sait qu'il y a peut-être des Kenyans, des Éthiopiens qui vont aussi se réveiller un peu plus tard dans la saison sur des gros meetings. Il est en train d'exploser au plus haut niveau. Sa meilleure performance sur 1500 mètres il y a 2 ans, c'était 3,41. 3 minutes 41. Là, il est en train de gagner déjà 10 secondes et je pense qu'il va pas s'arrêter là. Donc déjà, c'est super qu'on ait pu le faire rentrer sur ce meeting-là de la Diamond League. C'est déjà une opportunité qui est vraiment folle. Il y a quand même 12 athlètes, il me semble, qui ont battu leur record lors de ce meeting Diamond League à Rome sur le 1500 mètres sur 16 ou 17 coureurs, dont Anas. Anas 3,31, c'est très costaud. Il a eu un des plus gros finishes de cette course-là. Tu as parlé de Asdin qui a fini rapide, vraiment sur les 200 derniers mètres. Ben, Anas, il finit top 3 de ce dernier finish sur 100-200 mètres. Donc ça veut dire qu'il a aussi ces qualités-là de finish qui sont, à mon avis, primordiales pour faire des gros chronos. Franchement, sa place là au championnat du monde, à mon avis, elle est déjà cochée. Ouais, affaire à suivre pour ce jeune homme, ça va être vraiment, vraiment sympa à suivre là. Et moi, il y a quelque chose qui m'interroge sur le 1500 mètres du meeting de Rome. C'est pourquoi c'est un endroit où il fait bon perfet sur 1500 mètres. Tous les ans, il y a des belles perfs sur 1500 mètres. On se souvient que Hicham El Guerrouj avait fait son record du monde du 1500 mètres en 3,26,00 à Rome, au Stadio Olimpico. Alors, je sais pas, c'est peut-être leur marque de fabrique aux Italiens, c'est peut-être cette piste, c'est peut-être je sais pas, mais en tout cas, si vous êtes coureur de 1500 mètres, il faut rentrer dans la Diamond League de Rome pour aller faire des belles perfs. Alors, il y a aussi les Diamond League de Monaco, souvent, sur 1500 mètres, qui sont vraiment très porteuses de grosses performances et de records. Mais Rome, c'est vraiment très, très sympa aussi. On va enchaîner, Stéphane, avec là, on a parlé de la performance française du meeting. On va basculer un petit peu sur les performances internationales. Et à la fin de ce podcast, on reviendra sur toutes les performances des Français qui étaient engagés. Il y en avait 10. Donc là, on a parlé de Asdin et Anas, mais après, on parlera de tous les autres Français. Là, on va parler de la performance de ce meeting, Stéphane. C'est Béatrice Chebet sur le 5000 mètres féminin. Alors, elle nous avait déjà vraiment enjoué la semaine dernière quand elle avait fait le 3000 mètres avec la deuxième performance mondiale de tous les temps. On en avait parlé dans notre podcast, allez l'écouter hein, si vous n'avez pas toutes les informations sur Béatrice Chebet. Elle a 14,03,69 sur le 5000 mètres. C'est la deuxième perf mondiale de tous les temps également. Donc elle est vraiment aux portes des records du monde. On a l'impression qu'elle se bride un peu pour tout exploser d'un seul coup dans les semaines à venir, j'ai l'impression. C'est bien évidemment la meilleure performance mondiale de l'année, le record du meeting, le record national du Kenya devant Kipyegon. Voilà, elle a fait une perf stratosphérique et franchement, elle en a encore un peu sous le pied, j'ai l'impression. Je pense que, je pense qu'elle en a sous le pied. Elle a été seule à partir de la 8e minute. Ça veut dire qu'elle a fait 6 minutes toute seule. Alors, évidemment, c'est super dur de trouver des lièvres qui peuvent la mener à faire moins de 14 minutes. À mon avis, c'est ce qu'elle vaut. Elle vaut moins de 14 minutes et battre le record du monde de 14 minutes. Ségué, c'est forcément un de ses objectifs. Mais qui va pouvoir l'amener? À part peut-être Ségué, mais je suis même pas sûr que ce soit intéressant pour elle parce que du coup, elle va faire battre son propre record du monde. Honnêtement, qui va pouvoir l'amener? Peut-être personne. Peut-être Kipyegon, je l'avais dit dans le précédent podcast, c'était peut-être envisageable lors d'un gros meeting. Kipyegon, Kenyan aussi, sponsoriser les deux par Nike. Pourquoi pas organiser une course comme ça? Mais c'est la seule façon pour qu'elle puisse faire moins de 14 minutes. Béatrice Chebet, c'est stratosphérique. On a vraiment en ce moment des athlètes au demi-fond qui peuvent exploser tous les records. Je pense à Kipyegon, je pense à Béatrice Chebet, et j'espère que ça va se produire, ça va relancer une dynamique, je pense. Ouais, et je suis totalement d'accord avec toi, Stéphane. C'est vraiment plaisant à suivre. Et en intro, là, je disais qu'elle en avait sous le pied chez Bête, mais vraiment, ça paraît flagrant parce que elle fait 2 minutes 50 derrière la lièvre au premier kilo, 2,51 au deuxième, 2,51 au troisième. On se dit, bon, on se dirige sur une course régulière en 2,50. Ça va faire une perf autour de 8,12, 8,15. C'était ce qui était demandé. 8,10, 14,10, pardon. C'était ce qui était demandé. Voilà, battre le record du meeting. Mais là, elle a pris la poudre d'escampette au bout de 8 minutes de course vers le 3000 mètres, 3200 mètres. Et petit à petit, elle a fini plus fort. Elle a fait 2,47 au quatrième mille et 2,44 dans le dernier mille. Quand on est capable de finir en 2,44, c'est qu'on en avait encore un peu sous le pied et qu'on en a trop gardé sous le pied au début. Si elle équilibre un tout petit peu plus sa course et qu'elle fait 2,48 de moyenne, eh ben ça va faire 14,00 et dans un dernier tour, elle sera peut-être capable d'accélérer un petit peu encore et elle va passer sous les 14 minutes. C'est sûr, il faut juste monter la course pour elle. Là, dans cette course, il y avait Tsegay qui est la record humain du monde en 14,0, qui avait fait ça à Eugene il y a quelques années.
Et elle a pas existé de la course, Tsegay. Elle a essayé de suivre dans un premier temps, mais elle finit cinquième en 14-24. Et je sais pas pourquoi ils ont pas tenté de battre le record du monde sur cette course. Et la Wave Light était calée sur 14-12, le record du meeting. Peut-être que Tsegay, vu qu'elle est record du monde, c'est peut-être à elle qu'on a demandé est-ce que tu veux tenter de battre le record du monde, et elle a dit ben non, moi je veux me contenter du record du meeting, et Chebet n'a pas eu son mot à dire. Je sais pas trop, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la Wave Light pour l'accompagner, parce que là pour le coup elle était vraiment sans lièvre, toute seule devant, il n'y avait pas de Wave Light, et elle a quand même réussi à accélérer et à finir très fort, 14-9 au dernier 100 mètres. Il y a des coureuses de 400 mètres en Diamond League qui des fois finissent en plus de 14-9 le dernier 100 mètres, donc vraiment très très fort. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. À noter que dans cette course, il y avait une Française, c'est Sarah Madeleine, qui s'est vachement bien exprimée d'après moi. Elle explose son record personnel de plus de 12 secondes, 14 secondes il me semble. Elle réalise 14 minutes 48. C'est encore à 5 secondes des minima pour les championnats du monde. Ils sont assez élevés, ces championnats, pour les championnats du monde à Tokyo qui auront lieu en septembre prochain. Le record de France, c'est aussi 14,43. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'elle se rapproche du record de France, voire le battre pour réaliser ces minima-là, à quelques dixièmes près. Ça paraît être assez dur, mais pourquoi pas. J'espère qu'elle va continuer à être intégrée dans des courses de la Diamond League. Là, elle a fini 13e. Donc j'espère que les agents et j'espère que les organisateurs vont pouvoir l'intégrer de plus en plus sur ces meetings-là, parce que c'est la seule raison pour laquelle elle va pouvoir, en tout cas, être aidée à réaliser 14,43. Ouais, 14-43, tu l'as dit, c'est mieux que le record de France, donc les minima pour les mondiaux. Donc il va falloir encore progresser, mais franchement, elle fait un boulot énorme, Sarah Madeleine, avec Ouais. son entraîneur Bastien Perrault au pôle de Lyon. Elle a battu son record de 14 secondes. Franchement, qui bat son record de 14 secondes sur 5000 mètres? C'est vraiment impressionnant. Elle est passée pour la première fois de sa vie sous les 15 minutes. Voilà, c'est une fille qui, alors un peu à l'image d'Agathe Guillemot, qui éclot là en ce moment vraiment au plus haut niveau. Bon, Agathe, elle fait des médailles, mais Sarah Madeleine, il y a une telle densité dans ces disciplines, c'est fou, c'est impossible de faire des médailles pour l'instant, mais elle est en pleine progression, et c'est une fille qu'on va suivre, parce que déjà elle dégage une certaine joie de vivre, une certaine joie qui est communicative, et en plus elle fait des très belles perfs, elle progresse, donc on va la suivre, Sarah. Ouais, effectivement. Là, on a parlé du 5000 mètres, l'épreuve la plus longue hier de la Diamond League à Rome. On passe sur l'épreuve la plus courte, la plus rapide, celle qui était aussi attendue. Et je vais pas vous mentir, moi, j'avais encore une fois un doute sur cette start list. Je vous l'avais dit, je suis assez dur avec le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres. En général, le sprint en Diamond League. Je vais pas vous mentir, j'ai été quand même déçu, honnêtement, par toutes les perfs, sauf Bromel qui nous a tapé enfin une grosse performance en Diamond League. Je vais arrêter de râler sur le 100 mètres, mais par contre sur les autres épreuves, on va pouvoir râler. Mais en tout cas, Bromel 9,84, Alex, je sais que toi tu kiffes ce mec-là, t'adores sa technique, tu vas nous en dire un peu plus. Mais Bromel, trop bien, 9,84, super. Ouais, franchement, dans les années 80-90, il y avait les kinogrammes de Carl Lewis, et dans les années 2020, on pourrait faire des kinogrammes sur Trayvon Bromell et sa technique. C'est magnifique comme il court. Je trouve qu'il n'y a rien à jeter. La mise en action, elle est parfaite. La transition, elle est exceptionnelle. Ça passe en 6,35 aux 60 mètres, donc ça va très très vite. Et à la fin de course, il est magnifique. Il creuse un écart de fou. Moi, dans la course d'hier, toute proportion gardée, attention, ça m'a fait penser à Usain Bolt en 2008 quand il gagne en 9,69 à Pékin, parce qu'il y a un tel écart, une telle avance, un mec tout seul devant comme ça là. C'est pas les mêmes chronos, attention, je veux pas comparer Bolt et Bromel, mais j'ai eu cette sensation de différence avec les autres, et un petit peu aussi de relâchement sur la fin, parce que Bromel il a relâché dans les 10 derniers mètres, ce qui fait qu'on aurait dû voir un chrono en 9,80 ou peut-être 9,79. C'était vraiment fou. 9,84 plus 1,1, meilleure performance mondiale de l'année, évidemment. Mais Bromel, c'est un survivant, ce mec. Ça fait des années qu'on sait qu'il est très fort. Il a été très fort très jeune. Il a fait des gros chronos quand il était très jeune. Mais c'est un mec qui est un peu en sucre. Il a souvent eu des grosses blessures. L'année dernière, je me souviens, il s'était blessé à quelques semaines des sélections US à Savona en Italie. Il avait pas pu participer aux sélections US. Il avait tenté de revenir en milieu de saison. Il a fait 10-20 au 100 mètres. Alors, il est dépité. Il avait laissé filer la saison l'année dernière. Cet hiver, il était moyen en dedans. Mais on sent qu'il s'est reconstruit. Et là, c'est super solide. Alors attention, parce qu'avec Bromel, on sait jamais comment ça va se passer. Mais là, il est très très fort. Il est très très fort.
9,84, c'est très fort. Ouais, je le trouve très très fort. Il avait fait 9,91 il y a quelques semaines, il me semble en mai, sur un meeting aux États-Unis, et pas plus. Il avait fait des rentrées sur 200 mètres, sur 60 mètres. Il avait fait 6,59 sur 60 mètres. Là, il est à 9,84. C'est pas la même classe. C'est pas pareil de le faire en Diamond League à Rome. Le stade, c'était un super stade. C'est un super stade pour le demi-fond, mais c'est pas une piste ultra rapide d'après moi. Les résultats des championnats d'Europe l'ont prouvé l'année dernière, c'était pas stratosphérique. Je pense que cette perf là, 9,84, elle est pas du tout sous-cotée. Elle vaut bien mieux que 9,80. Par contre, là où j'ai envie de revenir sur la sélection des États-Unis, c'est que ça va être dingue. J'ai déjà hâte de voir ce qui va se passer. Le relais va être magique évidemment, mais la sélection des États-Unis va être folle. Il y a Bromel, il y a Ben Narek, on peut penser à Christian Coleman, il y a Jordan Anthony, le mec que je vous avais présenté 9,75 avec trop de vent. Il y a vraiment du monde qui court très très vite. Ouais, Noah Lyles n'est pas encore sorti. Voilà, Fred Kerley qui est un peu en dedans, on va c'est en vrai. parler. 10,06 hier, cinquième de la course. Mais moi, ce mec, pour moi, c'est une énigme, Fred Kerley. Euh, Et je veux attendre justement, tu en parlais, les sélections US et les trials pour juger sa saison, parce qu'au final, c'est là-bas que ça va se juger la saison des athlètes américains. Là, on a beau encenser Bromel, et s'il se qualifie pas pour Tokyo, ben la saison elle sera ratée. Et inversement pour Kerley, il peut être en dedans toute l'année et être là le jour J. Kerley, c'est un mec qui est souvent là le jour J. On l'avait vu en 2021 au JO de Tokyo, bim, vice-champion olympique. Là, cet été, l'été dernier, tout le monde lui tombait un peu dessus. Ouais, il avance plus, il est perdu. La série sprint, c'était un petit peu le mec qui parlait, mais qui agissait pas. Bim, troisième au JO. Voilà. Je pense que Kerley, c'est un mec qui sait être là le jour J. Et moi, c'est aussi ce genre de profil que j'adore. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais pour revenir brièvement sur Bromel, c'est un mec qui a pas encore, je trouve, le palmarès qu'il mériterait par rapport au talent qu'il peut avoir. Parce que déjà, je pense que psychologiquement, c'est un mec qui doit être un petit peu faible en grand championnat. Il a jamais été capable de sortir sa meilleure course de l'année en grand championnat. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et il a souvent été un peu blessé, on l'a dit. Mais c'est un mec qui a couru déjà 9,76 hein, en altitude, en aérobie en 2021, mais qui a déjà aussi fait 9,80, qui a une belle densité de chrono en 9,80. C'est un mec qui doit normalement avoir des médailles internationales. Alors, il en a eu deux. En 2015 à Pékin, il finit troisième des championnats du monde sur 100 mètres. Et en 2022 à Eugene, pareil, troisième. Mais c'est pas ce qu'on attend de Bromel. Il est capable de faire beaucoup mieux à mon avis et j'espère pour lui que ça sera cette année parce que c'est un bel exemple de résilience. Trayvon Bromel, c'est un mec qui a jamais lâché prise. À chaque fois qu'il tombe, il se relève et il revient plus fort. Donc moi j'ai hâte de voir la suite de sa saison. C'est un gars que je vais suivre. Ouais, non, complètement. Je suis d'accord avec toi. Il y a un gars aussi à suivre, c'est Haddock, l'Australien, qu'on connaît aussi très peu. C'est un Australien de 29 ans qui a gagné le concours de longueur. Moi, je l'avais pas vu venir dans le précédent podcast de présentation. Il a gagné le concours de longueur devant Furlani et Tintoglou. Donc Pas mal. c'est quand même pas mal. Ce mec-là de 29 ans, il a sauté 8,34 m hier au dernier essai. Il avait déjà fait le coup à plusieurs reprises sur ses derniers concours. Je le trouve très intéressant au niveau technique. Il a sauté avec du vent de face, un léger vent de face mesuré à -0,2. Ça aurait donné un tout petit peu mieux s'il y avait plus de dans le dos, ça c'est sûr. Mais cet Australien-là, franchement, il mérite à être un peu plus connu, d'après moi. Et c'est très bien qu'il puisse gagner un concours qui est quand même un gros concours. Avec 8,34 m, il égale la meilleure perf mondiale de la saison de cet été. Et qui était détenu aussi par Simon Ehammer, le décathlonien à Godis il y a quelques jours. Ouais, Adcock, c'est vraiment quelqu'un qu'on voit venir vraiment cette année. On le découvre au plus haut niveau cette année. C'est un mec qui a passé les 8 mètres pour la première fois en 2023. Il explose au plus haut niveau cette année avec des perfs autour de 8,30 m assez régulièrement. Il finit troisième des championnats du monde en salle cet hiver avec 8,28 à Nanking. Et c'est un mec qu'on connaissait pas. Il a 29 ans quand même, donc c'est un mec qui traîne sur le circuit depuis des années, mais on le connaissait clairement pas. Et là, cette année, ça devient quelqu'un sur qui il va falloir compter. Et tu l'as dit, il a attaché à son tableau de chasse Furlani à domicile et Tentoglou, multimédaillé d'or olympique, mondial, européen et tout ce qu'on veut. Donc c'est une très belle perf. À noter que le concours de saut en longueur de hier à Rome,
Il était sur le concours, on va dire classique, au bord de la piste là, normal, et il n'était pas sur le sautoir qui était monté de toutes pièces l'année dernière pour les championnats d'Europe, sur un tumbling, sur une plateforme qui était hyper rebondissante et qui avait permis de faire de grosses performances à beaucoup d'athlètes dans toutes les disciplines de saut, que ce soit longueur masculine, féminine, triple saut masculin, féminin. On se souvient que l'année dernière à Rome, il y avait eu des perfs stratosphériques dans tous les sens. Mais là, c'était pas sur ce sautoir-là, hier, le concours, donc c'est d'autant plus remarquable. C'est une vraie piste de longueur, c'est pas du tumbling, donc c'est un vrai 8,34 m de belle facture. Et c'est vrai que c'était un concours qui avait du mal un peu à décoller quand même, parce que avant les trois derniers sauts de Hadcock, Furlani et Tentoglou, c'était Tentoglou qui menait avec 8,10. Ensuite, Furlani a fait 8,13. Il s'est dit bon, c'est bon, là j'ai gagné le concours à domicile. Et Hadcock s'est présenté, bim, 8,34. Ça, c'est fort. Et t'en as parlé brièvement tout à l'heure, Stéphane. À noter que dans ce concours, il y avait la présence de Simon Ehammer, qui était le meilleur performeur mondial de l'année, qui est toujours ex aequo avec Hadcock, 8,34 m. Il avait fait ça le week-end dernier à Godzis pendant son décathlon. Il avait fait le record national de Suisse au décathlon avec 8575 points. Et là, franchement, 5 jours après un décathlon, il va faire une Diamond League. Moi, franchement, c'est quelque chose que je comprends pas trop. C'est hyper risqué, je trouve. Et d'ailleurs, il avait les jambes bien lourdes parce que il n'a sauté entre guillemets que 7,85 m. Mais moi, je vois pas l'intérêt pour Ehammer d'être allé faire la Diamond League de Rome là hier soir. Non, mais il faut le dire, Alex, t'as tout à fait raison. Il est où l'intérêt? Franchement, si c'est pas financier, moi je comprends pas. Je vois pas un autre intérêt que de faire le déplacement. Alors c'est pas très très loin, mais pourquoi? Pourquoi essayer? Je comprends pas. Il a Ah, fait même 8,34 en financier. DK. Je comprends pas. Je Franchement, sais même pas. financier, il prend pas de thunes là. Il finit, je crois Ouais, qu'il c'est finit vrai. 5, 6 ou septième du concours. Il doit prendre 2 000 euros. Franchement, il a pas besoin de ça, Simon Hammer. C'est en fait quand on fait la balance gain-risque, il y a tellement plus de risques que de gains potentiels à être venu. Je sais pas pourquoi il fait ça, Simon. Après, c'est un passionné d'athlète, passionné de décathlon, et il fait plaisir à voir sur un stade parce qu'il est toujours très enjoué. Mais là, franchement, heureusement pour lui que c'est pas blessé. Et j'espère qu'il va pas se blesser. Mais en tout cas, il joue un peu avec le feu, à mon avis. Ouais, je suis d'accord, un peu risqué. Il y en a un qui joue avec le feu quand même aussi, Alex, depuis quelques temps. C'est Quincy Hall qu'on a vu à Kekiao il y a quelques semaines en Diamond League avec un temps catastrophique. C'est le champion olympique du 400 mètres. Et on va pas se mentir, il était à la rue complet en début de saison, 45,99 sur sa première course de la saison cet été, 44,90 il y a quelques jours à Rabat, et là il réalise 44,22, c'est déjà mieux. Ça descend, et j'aime bien quand ça fait ce schéma un peu de progression sur la saison, surtout sur l'été, parce que je trouve ça vachement intéressant. Ça descend les chronos petit à petit, il va se rapprocher de son meilleur niveau. Ça veut dire que la planif, elle est pas mal, elle est intéressante. J'avais été mauvaise langue à Kekiao, 45-90, je me suis dit, il a pas du tout récupéré des JO, il est passé à autre chose. Finalement, intéressant, 44-22, il bat Néné, qui est le meilleur performeur mondial de la saison, le Sud-Africain. Quincy Hall, 44-22, qu'est-ce que t'en penses toi, Alex? Bah moi, comme tu dis, j'adore ce genre de profil de mecs qui se préparent pour le grand championnat. Lui, au-delà de se préparer pour le grand championnat, il doit d'abord se préparer pour les trials, pour gagner sa place au grand championnat. Et il monte en puissance. Et moi, j'adore ça parce que voir des mecs faire 44-0 toute l'année, déjà j'y crois moyen et je trouve que c'est pas intéressant. Il faut être capable à un moment donné avec l'entraînement de progresser, de monter en puissance. C'est tout le principe d'une planification et d'une programmation d'entraînement. Normalement, on est censé être au top du top le jour J, pas au mois de mars ou au mois d'avril. Et c'est vrai qu'on est toujours dur quand on voit 45-99 Quincy Hall à Kekiao, on se dit bon bah il est à la rue, ça y est, il fait trop le beau, il est champion olympique, il va en soirée, il profite de sa vie. Mais en fait non, que nenni. Il prépare bien son coup et moi j'adore ça et j'espère qu'on va le voir monter encore en puissance un petit peu et qu'il sera là aux trials et à Tokyo. À noter pour information que par exemple donc là il fait 44-22 hier, il passe en 21-20 aux 200 mètres, ce qui est voilà c'est très bien, c'est classique, c'est un peu comme Jacori Patterson en avait parlé, ces temps de passage, les mecs qui passent en 21-20, tu finis en 44-0, 44-2, c'est la norme. À Kekiao, il était passé en 21-97 pour finir en 45-99. Donc voilà, déjà rien que sur les 200 premiers mètres, il passe 8 dixièmes plus vite.
Donc forcément le chrono final est meilleur. Et en plus hier il s'est bien tiré la bourre avec Néné dans la dernière ligne droite. Néné qui est donc le meilleur performant mondial de l'année, 43,76. Il avait fait ça en altitude quand même, à noter à Nairobi il y a quelques jours de ça. Donc voilà, 43,76 en altitude, ça vaut 44,23 et il a fait Néné hier. Donc à ne pas trop se laisser berner non plus par les perfs en altitude. Ouais, je pense aussi. Pour revenir assez rapidement sur Quincy Hall et sur sa préparation, il était annoncé en tout cas comme racer du Grand Slam Track sur toutes les étapes, les 4 étapes du Grand Slam Track. Et finalement, bah, il se retire un peu de ce circuit-là organisé par Michael Johnson. On comprend pas trop pourquoi. Moi, j'ai quand même un peu une idée. C'est qu'il s'est fait assez taper quand même en début de saison. Peut-être le doublé 200 mètres, 400 mètres lui convient moins. Peut-être que ça lui fait trop en début de saison aussi. Et il y a peut-être une raison. C'est tout simplement parce que là, il est seulement quatrième américain sur 400 mètres à l'heure actuelle, et je pense qu'il veut pas affronter un Jacori Patterson, un Christopher Bailey qui a déjà couru en Grand Slam Track, qui ont déjà fait mieux. Peut-être qu'il attend justement le bon moment aux trials pour les défoncer tout simplement. Le niveau américain est stratosphérique quand même. Il y a 5 gars à moins de 44-30. Ouais, on a Comme l'habitude, chaque hein, année. c'est pas une nouveauté, mais encore une fois, ce que tu avances là concernant euh, son refus de participer au Grand Slam Track, alors qu'il avait signé le contrat et qu'il était annoncé à la première de Kingston, hein. Mais moi, je trouve que c'est ça encore malin. Si c'est ça les raisons, si c'est vraiment que il veut pas se griller parce que c'est le début de saison, parce qu'il faut pas trop en faire, que son objectif il est au mois de juillet pour les trials, puis après au mois de septembre, que ça servait à rien d'être à Kingston plein taquet et de se mettre la pression à domicile avec les Américains. Il a préféré aller en Chine faire sa rentrée un petit peu anonymement. Bon, quand on est champion olympique, on sort jamais anonymement, mais voilà, il allait faire son presque 46 secondes en Chine. Voilà, personne n'en a trop parlé. Tranquille, il se prépare, il va à Rabat, ça monte en puissance. Là, Rome, ça monte encore en puissance. Il s'est pas mis la pression de ouf. Et si c'est ça les raisons, je trouve que c'est super intéressant comme programmation de la part de son entraîneur et de lui. Ouais. Non, je suis d'accord. Il y en a une aussi. On va parler français. Et Louise Maraval. J'espère qu'elle a la même idée de planification, en tout cas, que ce qu'on vient d'exprimer là. C'était sa première course de la saison sur 400 mètres haies. Elle rentre direct en Diamond League à Rome. Elle a sa place maintenant. Euh, Elle connaît cette piste à la perfection. Elle est podiumée l'année dernière au championnat d'Europe. 54,86 dans une course qui est très perfectible dès le début, j'ai eu l'impression. Tu vas me dire ce que t'en penses, toi, Alex. Elle finit cinquième d'une course remportée par Knight, la Jamaïcaine, en 53,67. Elle marque quand même des points pour le final de la Diamond League. C'est une bonne entrée en matière. C'est l'équivalent de ce qu'elle avait fait un peu l'année dernière. On sait que la saison va être un tout petit peu décalée par rapport aux championnats du monde qui ont lieu en septembre. Mais 54,86, c'est quand même un bon chrono de rentrée. C'est sa première course. Ouais, c'est très bien, Louise Maraval, franchement, première course Diamond League direct. D'habitude, elle rentrait dans des petits meetings en France. Là, directement Diamond League, 54,86, c'est très bien. Elle est un peu plus d'une seconde de son record, mais tu l'as dit, je pense qu'elle est pas sur son schéma de course de fin de saison. Elle est sur un schéma de course intermédiaire parce que sa forme est intermédiaire en fait. Donc, quand la forme va monter, elle va pouvoir repasser sur un schéma de course qu'elle maîtrise mieux, qui va lui permettre de gagner peut-être un dixième par intervalle, et un dixième par intervalle, ça fait une seconde à l'arrivée, et donc ça fait son record personnel quasiment. Les minima français pour aller à Tokyo, 54-42, elle est à 4 dixièmes. Je me fais pas trop de soucis pour elle. On l'avait vu un peu en délicatesse cet hiver. On espère que physiquement tout va bien se passer pour elle, mais voilà, si le physique tient, il y aura pas de grosses surprises pour Louise Maraval. Je pense qu'à sa prochaine course, dans de bonnes conditions, elle pourra faire les minima, faire descendre le chrono, monter en puissance, et on la retrouvera tout au long de la saison avec grand plaisir. Il y a une fille qu'on prend grand plaisir à suivre et qu'on a retrouvée hier encore. C'est Marie-Julie Bonin, la française perchiste, qui est donc championne du monde en salle cet hiver avec 4,75 m. Elle était un peu en délicatesse, on en avait parlé dans le précédent podcast à Rabat. Elle avait quand même tenu à honorer sa participation. Elle a fait 4,35 m, c'était compliqué pour elle, mais elle a eu des pépins physiques, elle a eu une intoxication alimentaire. Donc voilà, là elle remonte la pente, elle remonte bien la pente même, parce que là, bon, elle a fait 4,50 m. Elle finit cinquième du concours. C'est pas encore des perfs stratosphériques, hein, Stéphane. On n'est pas sur le haut du panier, mais déjà c'est 15 centimètres de mieux qu'il y a 15 jours à Rabat. Si elle gagne 15 centimètres tous les 15 jours, moi j'ai hâte d'être au mois de septembre avec Marie-Julie Bonin. Elle sera à 5,50 m, 6 mètres.
Non, mais voilà, on va lui donner du temps, on va lui laisser le temps de monter en puissance toute cette année. Son saut à 4,50 m, on l'a vu sur la retransmission sur la chaîne L'équipe dans le Direct Live 1. Il est très bien et c'est très bien fait. Techniquement, je trouve que ça continue de progresser par rapport à cet hiver. Maintenant, il va falloir qu'elle regagne un peu en vitesse, qu'elle reprenne des perches un tout petit peu plus grosses et ça va monter tout seul. On va vite la retrouver à 4,70, 4,75 et pourquoi pas encore améliorer le record de France. Hier, le concours de saut à la perche, comme ces derniers temps en Diamond League féminine, c'est un peu faible. Sandy Morris qui gagne à 4,80, ça c'est une belle performance. Mais après la deuxième place à 4,65 m et pas mal de perfs à 4,50 m. Voilà, la perche féminine en ce moment c'est pas fou. Toutes les meilleures ne sortent pas tout le temps. Les Alicia Newman, elles sont un petit peu en délicatesse. Les Neijot, voilà, il manque vraiment toutes les meilleures en ce moment et on espère qu'elles vont vite revenir pour donner un petit peu de peps à cette perche féminine et on compte sur Marie-Julie Bodin pour ça aussi. Ouais, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle finit quand même quatrième d'un concours qui est quand même intéressant. Donc il faut prendre ça, c'est le plus important. Dans une autre course aussi, les Français, alors ils ont pas forcément brillé, mais c'est super intéressant de les voir dans ces courses-là. C'est sur 110 mètres avec Willem Bellossian et Erwan Sina. Erwan Sina qu'on connaît alors nous bien, mais que le grand public connaît un tout petit peu moins. C'est une de ses premières apparitions sur la Diamond League. Je trouve intéressant qu'on puisse inviter des athlètes qui font 13-3, 13-4 ou même 13-5, la 13-56 pour Erwan Sina, de les inviter en Diamond League à Rome. C'est peut-être comme ça qu'ils vont exploser leur potentiel, donc je trouve très intéressant. Willem Bellossian, il finit 6e en 13-44, Erwan Sina 7e en 13-56. Erwan Sina, je trouve que c'est quand même pas mal aussi, 13-56 dans une course avec Jason Joseph qui gagne en 13-14, Cordell Stinch qui finit en 13-14. Pas mal, voilà. Pour Erwan Sina, je trouve ça bien, mais un peu déçu de Willem Bellossian, je pense. Ouais, c'était pas la course rêvée pour les Français, mais c'est de l'expérience. Pareil, la saison est longue, ils vont monter en puissance, on le sait, on l'espère. Donc c'est très bien pour eux. Et tu l'as dit, c'est pas la course du siècle sur 110 mètres haies, 13-14 pour la gagne, c'est très bien, mais voilà, c'était une course anodine, on va dire. On va pas s'attarder plus que ça sur eux. Non. Par contre, il y avait un concours qui était assez sympa à suivre, et toujours avec la même personne. Hein, t'en avais parlé dans le preview, Stéphane, c'est le disque féminin. Il y avait Mélina Robert-Michon qui a été invitée de dernière minute, qui a eu des petits soucis de transport en plus de ça. Donc on en a suivi ça sur ses réseaux sociaux. Elle est arrivée vraiment au dernier moment à Rome. Elle a fini 9e du concours avec 59,88 m. Pareil, elle, c'est une fille qui se connaît très bien. On peut leur faire confiance à elle et Loïc Fournet, son entraîneur, pour être bien sur l'objectif final qui seront les championnats du monde de Tokyo. Mais ce concours, il a été gagné par, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Valérie Allman. 69,21 m, encore des perfs vraiment très très intéressantes. 25e victoire consécutive, Stéphane. T'en avais parlé, c'est vraiment impressionnant ça. Non, mais 25 victoires consécutives. Alors, on essaye de faire des statistiques, d'avoir un peu l'historique, un peu de tout ça. Ça nous prend un peu de temps parce qu'il faut tout compiler. Et même si l'intelligence artificielle peut nous aider par certains moments, là, on peut pas s'en servir. Valérie Allman, 69-21, 25e victoire consécutive. C'est dingue. J'ai pas souvenir qu'un athlète domine autant son épreuve à part Armand Duplantis. Le record du monde, c'est ce qui pourrait un peu plus l'exciter, un peu plus la stimuler. C'est 76 mètres 80. Là aussi, c'est une époque assez sombre, Alex, hein, de l'athlétisme international. 76 mètres 80, c'est peut-être intouchable. Ouais, ça semble intouchable en tout cas, et on en avait parlé il y a quelques semaines de ça, quand il y avait eu toutes ces performances dans les lancers, notamment au lancer de disque à Ramona aux États-Unis, avec un vent parfait pour lancer loin le disque. Allman, elle avait fait 73 mètres 50 et quelques, je crois. Elle s'était positionnée comme voilà quelqu'un de très forte, très haut dans la hiérarchie des lanceuses de disques de tous les temps, mais encore à 3 mètres du record du monde. Donc je pense que le record du monde, ça doit même pas être un objectif pour elle. Elle veut, je pense, écraser la concurrence, marquer l'histoire et continuer de gagner des concours, de gagner des championnats. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite parce qu'en plus, c'est une athlète que moi je prends plaisir à suivre sur les réseaux parce que elle partage beaucoup de choses. Elle est pareil, elle est toujours très enjouée, très joyeuse, donc c'est sympa à suivre et puis ça tombe toujours à 70 mètres ou presque, donc c'est cool aussi pour l'athlétisme. Non, ça c'est sûr. J'espère vraiment que on va pouvoir la voir un peu plus souvent, en tout cas
en diffusion TV parce qu'on voit très rarement les lancers, même les concours. Donc j'espère qu'au prochain Diamond League, on pourra l'avoir un peu plus lancé. Ilionis Guillaume, notre française aussi, médaillée l'année dernière à Rome. Donc je pense qu'elle avait à cœur de revenir sur cette piste-là. Tu l'as dit, c'était pas le même sautoir, mais c'était sur le même stade, 13,59 m et 8e. C'est encore des réglages pour Ilionis. J'espère que ça va pas durer trop longtemps et qu'elle va pouvoir aussi de nouveau être invitée en Diamond League. Ouais, bah on a bien vu là que c'était pas la même piste parce qu'elle est presque à 1 mètre de moins que l'année dernière. Franchement, on se souvient l'année dernière que sur les concours de triple saut, les C'est vrai. performances c'était du grand n'importe quoi, hein. Ça avait Ouais, c'est été vrai. boosté par la piste. Faut être comment dire, faut être honnête. Faut bien se rendre compte des choses. Je pense que la piste avait aidé à faire de grosses performances. Deux mecs à plus de 18 mètres. Chez les filles, c'était allé très loin aussi. Lyonis qui avait fait 14,50 et quelques. Là, elle fait 13,59. Voilà, c'est ce qu'elle vaut peut-être aujourd'hui, mais on va vite la retrouver à plus de 14 mètres quand même. C'est vraiment elle, une fille qui a besoin de réglage, besoin de concours pour sortir un gros saut et on souhaite qu'il arrive très bientôt. Une dernière française, Agathe Guillemot, et pas des moindres. Elle était pas dans une très très grande forme, j'ai trouvé honnêtement hier à Rome sur le 1500 mètres féminin. D'ailleurs, qui n'a pas été dominée par des Kenyanes, des Éthiopiennes. C'est très très rare, donc je voulais vous le souligner. C'est une Irlandaise qui gagne devant Deux Australiennes. deux Australiennes. Ouais, donc c'est assez rare. Donc je voulais vous le dire parce que quand même, on le voit pas tous les jours en Diamond League. Normalement, c'est des Kenyanes, c'est des Africaines, des Éthiopiennes. Donc ça se gagne en 3 minutes 59 et 17 centièmes. Agathe Guillemot seulement, j'ai envie de dire septième en 4,01, mais le reste dans ses standards par rapport à la saison, par rapport à l'année dernière où elle avait fait une saison magique, magnifique même. Peut-être qu'il y a des restes aussi un peu de cet hiver. Elle a beaucoup couru cet hiver. J'espère qu'elle prépare bien aussi la fin de saison quand même avec les championnats du monde. En tout cas, nous, on n'en doute pas un instant. C'est sa meilleure perf de la saison, 4,01, 49. C'est quand même pas mal, mais je m'attends maintenant à mieux vu la saison d'hiver. Là, je te trouve dur, Stéphane, avec Agathe, parce que elle était venue, je pense, chercher les minima pour les championnats du monde qui sont de Ouais, 3,59, les minima FFA. Elle était dans une forme qui pouvait laisser présager de faire 3,59, mais malheureusement pour elle, et c'est les aléas de la course, et c'est aussi certainement de sa faute, elle était mal positionnée, voilà, elle s'est fait bousculer dans les 200 premiers mètres. Je pense que déjà là, tu perds quelques dixièmes et un peu d'énergie. Et en plus, à la cloche, à un tour de la ligne d'arrivée, pareil, elle est à nouveau prise dans une bousculade où elle laisse filer quelques dixièmes, et là aussi pas mal d'énergie. Donc je pense que 4,01, septième de la course, dans ces conditions, c'est franchement cool pour Agathe Guillemot. Elle doit être très frustrée, mais je pense qu'à la prochaine course, sans pépin et avec bon lièvre, voilà, une belle course, elle sera capable de faire les minima. Mais en tout cas, ça lui donne de l'expérience encore, parce qu'Agathe Guillemot, ouais, c'est vrai. c'est une fille qui découvre encore, même si elle a fait des grosses performances, qui découvre encore cette discipline, hein. C'est pas une spécialiste de longue date du 1500 mètres. Et voilà, c'est de l'expérience engendrée, et ça lui servira à n'en pas douter pour la suite de sa saison et de sa carrière. On a fait le tour un peu, Stéphane, de cette Diamond League de Rome, des perfs quand même incroyables. On le rappelle, hein, Chebet qui fait la deuxième perf mondiale de tous les temps, Bromel qui fait un gros retour fracassant sur 100 mètres en 9,84. Et côté français, Asdin Abs qui gagne le 1500 mètres en 3,29 et record de France Espoir pour Anas Lakti. Voilà, ça c'était les choses vraiment à suivre et à retenir de cette Diamond League. La prochaine Diamond League, ça sera à Oslo le 12 juin chez Jacob Ingebrigtsen, mais certainement sans Jacob Ingebrigtsen, Stéphane. Ouais, effectivement, il a annoncé qu'il était blessé, qu'il devait repousser un peu sa rentrée tout simplement, mais il faut pas s'inquiéter. Ils ont déjà annoncé des tentatives de record du monde sur certaines épreuves, notamment le 5000 mètres masculin. Donc à défaut d'avoir vu un record du monde sur le 5000 mètres féminin à Rome hier, on pourrait peut-être attendre un record du monde sur le 5000 mètres masculin à Oslo. Ce sera le 12 juin, ce sera aussi sur l'équipe TV en live gratuitement, donc il faudra bien regarder ça et nous on va se retrouver pour un preview, Alex, dès qu'on aura toutes les start lists, parce qu'à mon avis la start list devrait être dingue sur le demi-fond notamment. Ils ont déjà annoncé quelques noms, on va pas tout vous balancer, mais il y aura
pas mal de tentatives de record du monde. Ouais, les Bislett Games à Oslo, donc le 12 juin. On a brièvement parlé, Jacob blessé qui devrait pas être là. Il a une petite gêne au tendon d'Achille et ça nous permet de rebondir un peu sur deux nouvelles qui sont tombées hier. Alors on s'en doutait pour Sirena Samba Mayela, qui a annoncé qu'elle était blessée depuis quelques semaines, quelques mois. Elle s'était fait bien mal juste avant la course de Miami à l'échauffement. Euh, une blessure qui a l'air de vraiment être compliquée à gérer. Elle est rentrée en France pour se soigner. Elle est à Clairefontaine, chez les footeux. C'est elle qui dit ça sur son post Instagram. Elle est très bien entourée. Elle fait tout pour revenir du mieux possible. Voilà, elle s'est rajouté quelques obstacles dans sa saison là, et on espère pour elle et on lui souhaite de vraiment bien se remettre de tout ça pour reconstruire un corps résilient, un corps fort et être capable de tenir son rang au championnat de France élite, puis de se qualifier pour les championnats du monde de Tokyo et y défendre y défendre sa posture de vice-championne olympique. Maintenant, elle a une certaine étiquette qui lui colle à la peau et on est obligé de parler d'elle. Les médias vont parler d'elle et c'est bien qu'elle soit aussi restée un petit peu secrète sur ce qui se passait autour d'elle pour se protéger. Maintenant que ça commence à aller mieux, elle en reparle et on espère que ça va continuer d'aller mieux pour elle et qu'on la reverra assez rapidement sur les pistes. Je pense qu'elle avait pas trop le choix dans tous les cas, Alex, de se remettre dans un cocon beaucoup trop médiatisé. À mon avis, elle avait pas forcément l'habitude. Je pense que c'est pas non plus dans son caractère. Donc cette blessure-là doit lui servir et j'espère qu'elle va encore nous faire rêver comme l'année dernière aux Jeux Olympiques. Ouais, et il y en a un autre qui a annoncé une petite blessure aussi, c'est Sacha Zoya, hein, on le voyait venir aussi, lui, il a déclaré forfait pour la Diamond League de Rome. D'ailleurs, si Erwan Sina était à Rome, je pense que c'est suite au forfait de Sacha Zoya. Ils sont partenaires d'entraînement, ils ont le même entraîneur à l'INSEP, Ladji Doucouré, et et je pense que quand Sacha Zoya a déclaré forfait, son agent a fait le forcing pour que ça puisse être son partenaire d'entraînement qui prenne le couloir. Alors il n'a pas volé son couloir, Erwan Sina, attention, hein, parce qu'il avait fait quand même 13,38 aux interclubs il y a quelques semaines de ça, donc c'est un bon chrono. Mais je pense que voilà, il y a un lien de cause à effet entre les deux. Sacha Zoya embêté par des récurrences de tendinopathie au tendon d'Achille. Donc voilà, on sait que c'est quelque chose qui est très embêtant chez les athlètes, notamment chez les hurdlers, hein, avec des gros impacts en réception sur les tendons d'Achille. Est-ce que les points de carbone ont un impact là-dessus? On avait vu que Sacha, il courait pas forcément avec les points de carbone en plus, hein, il courait avec les Adidas Finesse. D'ailleurs, si vous voulez toutes les infos sur les points de carbone, n'hésitez pas à aller voir notre podcast qu'on a fait il y a quelques semaines de ça. On vous donnait pas mal d'infos. Mais voilà, toujours est-il que Sacha Zoya, embêté par des tendons d'Achille, il avait fait un très bon début de saison. On espère qu'il se préserve un petit peu pendant quelques semaines pour nous faire une belle deuxième partie de saison, parce que, comme on l'a dit tout le long de ce podcast, l'objectif, c'est de se qualifier au championnat du monde. Ça, normalement, pour lui, c'est fait. Et encore, il va falloir assurer aux élites et d'être brillant et de briller au championnat du monde à Tokyo au mois de septembre. Ouais, trop hâte de le revoir en tout cas. Je pense qu'on le verra peut-être un peu plus tôt que Sirena, non? Donc j'espère le revoir au Grand Slam Track. Ce serait le top. Il nous avait émerveillé en début, surtout à Kingston quand il gagne. J'espère le revoir en tout cas, ouais. Ouais, Sacha Zoya, il était annoncé à la Diamond League de Paris, donc je Moi sais pas, aussi. peut-être qu'il a fait l'impasse sur Rome pour être à Paris, mais moi j'ai le sentiment qu'il va prendre un peu de temps et il aurait raison, je pense, de bien se soigner. Ouais, complètement. Il a plus rien à prouver là cette année, il a juste à préparer les élites pour valider son billet pour Tokyo. Moi, si je suis lui et son entraîneur Ladji, il faut prendre le temps de voilà, bien préparer, bien guérir, bien préparer les élites pour valider le ticket pour Tokyo. Bon, nous les amis, on se donne rendez-vous très bientôt pour suivre toute l'actualité de l'athlétisme, hein. Vous commencez à avoir l'habitude, vous nous connaissez. Dès qu'il y a une actu athlée avec Stéphane, on l'ingurgite et on vous la partage. Mais écoutez, passez un bon week-end, passez une bonne semaine, entraînez-vous bien, amusez-vous bien. À très bientôt les amis. À bientôt l'équipe.